Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Mon invité pour ce second épisode a un parcours assez atypique. Des débuts en tant que chasseur alpin, joueur de rugby professionnel, mais aussi coach pour les leaders du CAC 40. Il s'est ensuite dirigé vers la permaculture. Il est devenu également responsable France d'Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres. Et aujourd'hui, j'aurais envie de dire, il est un père et un explorateur du masculin. Ferdinand Richter est de ces personnes inspirantes, sans cesse en mouvement dans cette quête de connaissance de soi, pour être mieux avec soi, avec les autres et avec la nature. Des thèmes qu'il aborde dans son livre Réinventer le masculin, sorti voilà il y a 1 an, et dont on continue de parler dans une conversation intime, où Ferdinand nous partage son expérience, son chemin, son écologie intérieure et sa place en tant qu'homme. Bonne écoute. Salut Ferdinand, Salut. comment ça va ? Bien, très bien, merci. J'aime bien commencer un peu à la manière des cercles, la météo du jour, la météo du moment, comment tu te sens ? Alors, j'ai toujours du mal souvent de me lever le matin. En plus, il pleut aujourd'hui, donc ce matin j'ai eu vraiment du mal. Le temps d'émerger. J'ai plein d'outils techniques qui m'aident, mais ça n'a jamais été facile pour moi. Et maintenant que j'ai fait, je crois en tout 2 heures de méditation, je vais bien. 2 heures carrément. Ouais, j'ai différentes techniques. En plus, je suis un programme en ce moment d'une amie qui propose de la méditation le matin. Et en fait, ça m'aide à à mettre de côté un petit peu les choses qui me font pas du bien et de me recentrer sur ce que j'ai envie de vivre et ouais, ça aide beaucoup. Donc maintenant, je me sens émergé de ma nuit. Disponible. C'est ça. Ok, super. J'avais envie de commencer cette interview par revenir en fait sur ton parcours et de savoir un peu comment finalement on passe du Ferdinand chasseur alpin, joueur professionnel de rugby, coach pour les entreprises 440 au Ferdinand en mode permaculture, Ecosia, accompagnement humaniste, j'aurais envie de dire. Finalement, comment on passe de ce côté performance à un côté plus sobre? Par quoi t'es passé? Ah oui, Ouais. c'est une question qui résume. Je sais pas par où le commencer. La seule chose qui me vient pour répondre de façon très courte à cette question, c'est qu'on arrive au bout. Mhm. C'est ça la meilleure façon pour changer. C'est-à-dire, quelle que soit l'histoire qu'on vit, on arrive au bout de cette histoire et que à un moment donné, on le sent, qu'on se pose des questions et qu'on se dit, ok, peut-être que j'ai besoin de changer de chemin. Voilà. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui ça arrive pas ou très tard. Moi, j'ai des collègues, amis, rugbyman qui vont jusqu'au bout de leur carrière et qui se posent pas de questions ou pas encore. Moi, c'est arrivé un peu plus tôt, voilà. Et clairement, la vie est bien faite, c'est-à-dire que s'il y a autre chose qui t'attend, il y a quand même souvent des choses qui se présentent à toi qui font que tu t'arrêtes. Ça peut être une blessure, voilà, moi c'était des blessures du physique. Ça peut être tu te fais virer de ton taf. Ça peut être plein de choses, un confinement général qui fait que d'un coup tu dois rester à la maison. Il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné la vie nous dit arrête de courir dans tous les sens, reviens à l'intérieur et regarde ce qui se passe vraiment. Et est-ce que du coup il y a eu un événement en particulier qui t'a mis sur ce à te dire ok, arrête-toi là et regarde un peu à l'intérieur? Alors c'est une question qui revient souvent parce qu'on se dit est-ce qu'il y a l'événement qui fait la différence? Moi je pense plus qu'il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase. En tout cas pour moi c'était ça.
Le premier changement, c'était des petites blessures en trop, c'était un commentaire d'un collègue ou à un moment donné, normalement, il y avait aucun souci à gérer ce genre de retour. Et là, une fois, ça allait plus du tout. Et c'est ce qu'on voit aussi au travail avec des personnes qui sont dans un épuisement professionnel parce que ce qu'elles vivent ne correspond plus à ce qu'elles ont vraiment besoin. C'est rarement le truc qui fait exploser tout. C'est une petite goutte d'eau. Et et ouais, moi, il y en a eu plusieurs. Après, j'en ai nié pas mal, je pense. Ouais. Et c'est aussi l'inconvénient, on va dire, de la face cachée de l'engagement. Donc, moi, je suis quelqu'un qui s'engage beaucoup dans ce qu'il fait. C'est peut-être parce que je suis Scorpion, mais c'est tout simplement, j'aime bien voir qu'est-ce qui se passe quand j'y vais pleinement. Le problème, c'est que du coup, j'ai beaucoup de mal aussi à lâcher, à dire, bon là, c'est bon, arrête, lâche prise, abandonne-toi, n'essaye pas de continuer sur ce chemin à forcer le truc. Euh, donc euh, donc voilà, je dirais, c'est un feeling à un moment donné qui s'affine. Au départ, je l'avais pas du Mhm. tout. Au départ, j'avais besoin de vraiment d'alerte assez forte pour me dire stop là. Et ça s'affine avec le temps, de savoir, ok, est-ce que là je perdure dans un chemin ou est-ce que je reviens en arrière ou est-ce que je change de direction. C'est ce que tu expliques finalement dans ton livre, que tu as pris beaucoup de pauses finalement dans ta vie. Euh, et j'ai l'impression, finalement, il y a pas, tu l'expliques un peu ce hamster là qui tourne dans sa roue et Mm, mm, on est un peu tête dans le guidon en fait dans cette vie, dans cette société. Et il y a beaucoup de gens qui ne s'accordent pas forcément des pauses comme tu l'as fait. Moi, ça me parle puisque je l'ai fait aussi. Euh, ouais, c'est essentiel pour toi. Est-ce que ça t'arrive encore aujourd'hui? Je viens de sortir d'une, on va dire, pause professionnelle que pause générale parce que c'était pas une pause du tout, Hmm. et c'est le congé paternité. Donc au départ c'était prévu 1 an, là je dirais je suis à 2 ans de m'avoir occupé vraiment de ma fille à plein temps. Bon j'ai eu quelques projets à côté qui m'ont un peu occupé, mais en gros c'était ça. Et c'est super dur en fait. C'est que Hmm. on se dit toujours oui prendre des pauses c'est bien, mais je comprends pourquoi les gens ne prennent pas de pause. Parce que c'est super difficile. C'est super D'y difficile retourner. de t'arrêter et Hmm. d'arrêter d'être tout ce que qui te fait du bien, qui te met en valeur, qui te donne de la reconnaissance, qui fait que tu as une place dans la société, euh, qui fait que tu as des réponses aux questions que les gens posent. Genre, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ben rien en ce moment. Ok, d'accord, super. C'est pas, faut avoir du courage pour dire ça, Hmm. hein. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant et que la vie nous offre toujours des moments pour prendre des pauses. Est-ce qu'on les prend vraiment? Je pense qu'on évite souvent et c'est pas uniquement notre culture, je pense. Au départ, je croyais ça. Et dans mon livre, j'en parle beaucoup de notre Ouais. culture occidentale. Je pense que c'est la vie en général. Prendre des pauses dans la vie, c'est pas facile. Parce que quand t'es, ouais, quand t'as l'habitude de faire, d'être dans l'action et tout ça, et que tu t'arrêtes et que tu regardes à l'intérieur et que t'as plein de choses qui remontent, qui sont pas si cool au départ, hein. C'est comme la méditation. On dit, mais pourquoi c'est difficile de méditer? Parce qu'au départ, quand tu médites, alors pardonne-moi, mais t'as toute ta merde qui remonte en mode tes angoisses, les émotions que t'as refoulées. C'est pas juste love and peace and je me connecte au divin et puis tu vois ça, oui, ça peut arriver, mais au départ c'est pas ça. Et je dirais la seule chose que j'ai développée, c'est une foi en la vie de dire si elle me propose une pause, Hmm. c'est que il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Euh, et, euh, et quand je regarde la nature, bah, il y a l'hiver, c'est une pause. Donc le seul moyen de ce que moi j'observe dans la nature qui te permet vraiment de grandir, c'est d'accepter les pauses que la vie te propose. Et je suis encore en train de l'expérimenter, hein. S'il faut, dans 30 ans, je te dirais, mais c'est du grand n'importe quoi, arrête de... Mais presque aujourd'hui, plus j'essaye d'être à l'écoute de moi-même, moins je peux les éviter, en fait.
C'est plus possible. Ça veut pas dire que c'est plus simple à accepter. Encore là, tu vois, ça fait 2 ans que j'ai une sorte de pause. J'ai eu des moments très très difficiles en mode, mais je vais jamais réussir à retrouver une place professionnelle dans ce monde. C'est juste impossible. Je suis tellement sorti de ça. Et je comprends vraiment pourquoi les pères ne prennent pas de congé paternité, parce que c'est super dur. Et ouais, du coup, dans ton livre, tu parles de régénération et tu parles de cycle. Finalement, c'est ça, c'est se reconnecter à notre énergie, en tout cas en tant qu'homme féminine, et d'écouter ces cycles. Ouais, exactement. Je dirais, regarde la nature, elle fonctionne en cycle. Si t'as un jour fait du jardinage, tu sais qu'il y a des cycles et que ça pousse pas tout le temps. Et qu'il y a malheureusement et ça pour moi c'est une énergie masculine qui fonctionne un peu moins en cycle que l'énergie féminine. Il y a aussi des cycles, mais c'est moins marqué. Du coup, on a cette fausse croyance qu'on peut produire des tomates toute l'année, mais c'est pas vrai. Et où on peut, mais en exploitant la nature d'une façon qui on le voit très bien aujourd'hui, qui la détruit. Donc, reconnaître ces cycles, et les accepter qu'il y a des jours de créativité, des jours de vide, des jours de joie, des jours de tristesse, voilà, etc. En tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus juste. Voilà, c'est ce qui est difficile, c'est que j'ai tellement peu d'exemples. Notamment au niveau professionnel, que ce soit les entreprises qui fonctionnent comme ça, que je suis vraiment encore un petit peu en mode apprenti sorcier, tu vois. Ouais. Parce que ça on l'apprend pas à l'école, on l'apprend pas nulle part, donc on n'est pas en train de dire oui là on rentre en hiver, donc pendant 3 mois vous allez travailler à mi-temps. Ok, je sais pas si ça existera un jour, tu vois. On arrive maintenant à, tu vois, il y a des entreprises, même en Italie, je sais qu'il y a un congé pour les femmes qui ont leur période, leurs règles. Donc on arrive à voir qu'on intègre les cycles dans le fonctionnement de notre société et c'est magnifique. Mais on n'y est pas encore, je pense. Ouais, effectivement. Pour revenir juste sur ton expérience à Ecosia, le moteur de recherche, tu as travaillé 5 ans dans cette entreprise. Quelle part de toi ça a révélé, cette expérience? Plusieurs. Ça a vraiment donné sens à ma sensibilité écologique, déjà. Voilà, ça veut dire que moi, dans le livre, je le décris, hein, c'est que mon éveil n'était pas du tout écologique au départ. C'était plus prendre soin de moi-même et plus lié à de la souffrance au travail que à une souffrance écologique, si on peut le dire comme ça. Donc, ça m'a permis vraiment de mettre du sens à un engagement, de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire? Il y a, on va dire, un autre aspect de moi que ça a beaucoup mis en valeur, c'est le plaisir que j'ai de parler en public. C'est-à-dire, j'ai beaucoup donné de conférences, j'ai des podcasts, des interviews, et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je sais faire. Être dans l'échange aussi avec les personnes. Voilà, aussi, ça c'est plus mon ego qui s'y est retrouvé, mais cette reconnaissance sociale qu'il y a avec, c'est-à-dire travailler dans une boîte tech qui fait du bien, tu es une bonne personne, quoi. Voilà. Et forcément, moi j'en avais et j'en ai certainement toujours besoin, même si justement si j'ai arrêté, c'est que j'ai remarqué ça et que j'avais besoin de m'engager un peu différemment. Et peut-être l'autre point, c'est que c'est quelque chose que j'ai dans le livre j'en parle, mais je le dis pas toujours, c'est que Ecosia, j'ai essayé d'appliquer à l'entreprise les principes de la permaculture, justement ce côté cyclique, ce côté je fais confiance à la vie et je planifie pas tout, je contrôle pas tout, je suis pas dans un hyper contrôle, pas dans une recherche de résultats à fond, mais de dire que le nombre d'arbres qu'on va planter va être la conséquence du fait de prendre soin de l'écosystème. Et l'écosystème, pour moi, c'était tout le milieu, on va dire, engagé écolo en France.
Donc, à mon échelle, avec les moyens que j'avais, j'ai essayé de soutenir des assos, de travailler, de mettre en avant, c'est-à-dire vraiment prendre soin et pas juste utiliser cet écosystème pour faire grandir Ecosia. Et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence et qui a fait que ça a marché autant. Donc, pour moi, c'était aussi une part en fait, de valider une croyance que j'avais. C'est-à-dire la croyance, c'était est-ce que on peut appliquer les principes de la permaculture qui sont plus des principes quand même liés à une énergie du féminin que masculin. Mais est-ce que si on fait ça, est-ce que ça marche en fait? Est-ce qu'on peut survivre dans cette société ou pas? Et clairement on peut. Mais ça dérange pas mal de monde parce que du coup, on peut pas forcément prouver, on peut pas forcément expliquer pourquoi, on peut pas forcément prévoir à l'avance combien on va produire. On peut même pas forcément prévoir qu'est-ce qu'on va produire. Voilà, donc ouais, il y en a certainement d'autres, mais c'est celles qui me viennent là. Et ce dont on parle, et ton bouquin, ça me faisait penser en fait à j'ai rencontré un réalisateur qui s'appelle Philippe Rollin, qui fait un documentaire qui s'appelle À la racine. Et le sous-titre de son documentaire, ça s'appelle Pas d'écologie extérieure sans écologie intérieure. Comment ça te parle? Bah beaucoup, ouais. Mm. C'est après, c'est moi, on va dire ce que m'a le plus apporté la redécouverte de l'énergie féminine en moi, on va dire ces dernières années. Même si aujourd'hui je cherche vraiment à retrouver un équilibre, ça veut dire j'étais beaucoup dans le masculin avec le rugby, tu l'as nommé avec les chasseurs alpins. Ces dernières années, beaucoup dans le féminin avec une quête spirituelle très poussée. Et maintenant, j'essaye un petit peu d'intégrer tout ça. Mais quand tu as une vision un peu, on va dire, spirituelle du monde, pour moi, ça veut dire que tu es le monde. Ça veut dire que la meilleure façon de prendre soin du monde, c'est déjà prendre soin de toi parce que tu es une partie du monde. Et c'est la partie sur laquelle tu as le plus de contrôle. Donc, avant de vouloir sauver je sais pas qui, essaye peut-être de te sauver toi-même. Et c'est ce qu'on entend quand même dans pas mal de milieux aussi de soins, c'est-à-dire avant de soigner l'autre, tu as besoin de te soigner toi-même. L'avion, tu sais, en urgence dans un avion, on te dit toujours mets d'abord ton masque à toi d'oxygène avant de le mettre à l'autre. Tout à fait. Et c'est quand même une règle qui est assez intelligente. Donc c'est pas forcément plus facile parce que c'est tellement plus facile d'aider l'autre, je pense, que d'aider soi-même. C'est le fameux cordonnier qui est le moins bien chaussé, tu vois. C'est facile de faire des chaussures pour l'autre, mais un peu plus difficile pour soi. Mais tellement important pour pouvoir être vraiment disponible pour l'autre et pas juste projeter ses propres peurs, angoisses, envies sur le monde en fait. Voilà. Donc c'est tout un chemin. Tout un chemin, oui. Et le chemin, il est sans fin. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, tu parlais justement d'un équilibre ou d'une harmonie entre ton côté féminin, masculin. Comment tu nourris ces parts en toi aujourd'hui? On va dire, j'essaye au mieux de les nourrir. Pour être honnête, je pense que je suis à peine en train de trouver vraiment cet équilibre parce que je fais une petite parenthèse, mais moi la paternité m'a vraiment secoué. J'ai un peu l'impression de plus savoir qui je suis depuis que je suis père. Je sais qui j'ai été, mais la personne que je suis en train d'être, c'est comme s'il y a une nouvelle pousse qui est en train de pousser et que je redécouvre moi-même. Donc c'est really work in progress, comme on dit. On va dire, ce que je remarque, en tout cas pour moi, c'est que des pratiques spirituelles au quotidien sont devenues très importantes pour moi, que ce soit la méditation, voilà. Des pratiques liées au corps sont toujours très importantes pour moi, mais toujours avec une alerte de pas rentrer dans la performance. C'est-à-dire que comme j'ai tellement été habitué à ça, par exemple, je vais courir, la limite de est-ce que je suis en train de me faire du bien en allant courir ou est-ce que je suis en train d'essayer de me dépasser et au bout il y a la blessure.
elle est pas si facile pour moi de la trouver, cette limite. Donc j'y vais doucement. Ça peut aussi être changé complètement de façon de faire, c'est-à-dire au lieu d'aller courir maintenant, alors que j'aimais pas ça, je commence à aller nager parce que c'est plus doux pour le corps. Donc c'est à la fois quelque chose qui active un peu mon envie d'être dans le corps et de sentir ça et de dépassement de soi un petit peu, mais à la fois avec une douceur. Donc c'est peut-être ça le côté le plus juste de comment intégrer les deux. C'est aussi retrouver des espaces avec des hommes comme nous, on peut le faire là, l'échange, et d'oser aller à nouveau dans des espaces avec des hommes, mais différemment, avec des stages que j'ai envie de proposer, mais aussi auxquels je participe. Et je pense que actuellement le côté, on va dire, féminin, je l'ai très bien exploré. Donc parler de ma sensibilité, danser, explorer tout ça, voilà, j'ai aucun souci avec ça, même à le montrer, à le partager. Voilà, c'est vraiment quelque chose où j'ai dépassé des craintes ou des peurs que j'ai pu avoir. Le plus gros challenge pour moi, je pense actuellement, c'est plus lié aux hommes. C'est-à-dire que tous les milieux d'hommes que j'ai connus, que ce soit l'entreprise, que ce soit le rugby, que ce soit le militaire, c'était des milieux très durs émotionnellement, qui m'ont beaucoup, où j'ai trouvé du plaisir, mais qui m'ont beaucoup blessé aussi, parce que j'ai développé, et c'est intéressant parce que je crois que c'est un tabou qu'on nomme très peu. Il y a une peur de l'autre et une peur de l'homme, parce qu'il est automatiquement un concurrent. Dans le rugby, c'est ça. C'est dans le sport de haut niveau, c'est ça. C'est-à-dire, oui, c'est un pote, mais il peut te prendre ta place. Tu vois. Et même dans tous les jeux de séduction avec lesquels on grandit, c'est ça en fait. C'est ton meilleur pote, mais il pourrait sortir avec la fille que toi t'as envie de sortir. Donc c'est très ambigu comme relation. Tu vois. C'est et pour être honnête, je redécouvre ça, et si je participe moi-même en tant que participant à des stages, c'est aussi pour dire, allez, regarde s'il n'y a pas une autre façon de rentrer en lien, et pas être juste dans l'autre et un adversaire, et il faut que je sois plus fort ou plus quelque chose pour avoir ma place. Voilà. Et c'est en lien aussi avec le féminin ou les femmes plus largement, c'est de dire que comment on sort de ce schéma où il faut démontrer sa force et sa puissance et tout ça pour être reconnu, etc. Donc ouais, sujet vaste et complexe, mais pour peut-être pour je vais pas pour pas trop en dire, moi aujourd'hui la conception qui me plaît le plus, c'est que le masculin en moi, c'est cette part, cette stabilité, cette force aussi physique qui pose un cadre sécurisant. Et c'est quelque chose que j'y travaille, parce que je pense que je l'ai pas fait assez pour moi-même. C'est-à-dire c'est le père en moi qui protège le garçon qui a été pas mal maltraité, ou que j'ai pas mal maltraité. Et ça veut dire, c'est ce père en moi qui sait dire stop, là tu touches pas. Voilà, c'est je suis là, tu es safe, tu as le droit de t'exprimer pleinement comme tu veux. Voilà. Mais je pose aussi des limites qui sont pas là pour t'empêcher d'être toi-même, mais des limites parce que j'ai une expérience qui fait qu'il y a certains risques quand tu te confrontes à la vie, et que si je te laisse juste courir sur une autoroute, il y a un vrai risque que tu te fasses écraser. Donc non, tu cours pas sur l'autoroute. Par contre, si tu veux traverser l'autoroute, on va chercher un chemin, et tu peux même le chercher tout seul, et je vais t'accompagner là-dedans. Et il y a l'énergie féminine qui est pour moi plus une énergie qui va éclore au milieu, qui va être dans la créativité, dans quelque chose que j'admire beaucoup, qui peut partir dans plein de sens, mais qui a besoin aussi de ce masculin pour être contenu un petit peu, et pour donner naissance à des choses au monde de demain en fait. Pour moi, le féminin, si on parle pas des femmes mais le féminin, c'est lui qui va donner naissance au monde de demain.
Et j'espère que l'homme a la force de ne pas le vouloir le contrôler, le dominer, le brider, mais juste être cette énergie qui aide à le contenir, parce que si on le contient pas, ça peut partir dans tous les sens, ouais. et c'est pas forcément toujours agréable non plus. Merci, ça vibre. Ça vibre. Ouais, là on y est dans le sujet. Ouais. et toi, justement, qui participe ou qui accompagne tout ce travail autour des hommes, c'est quoi quel regard tu portes, en fait, sur la situation actuelle? Tu veux dire dans notre société, dans le monde, oui, dans notre société, ouais. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que de comment les hommes se sentent à tous les niveaux dans notre société actuellement? Ouais. Alors moi, je vais te répondre déjà par quelque chose de très perso, parce que je suis vraiment encore dans la société. On en parlait avant. Je vis pour l'instant en banlieue de la ville. Donc, je suis pas encore sur un projet de permaculture au fin fond de l'Ariège, où j'aimerais peut-être y terminer, mais pour l'instant, j'y suis pas. Donc, je me sens encore très connecté à ce monde qui est en pleine, il sait plus où il va, en fait. Voilà. Et même au niveau écologie, on sait plus où on va, parce que un jour, on dit qu'il faut prendre de l'énergie solaire, mais après on nous dit que les panneaux solaires, finalement, pour les produire, c'est pire que le nucléaire. Donc tu sais plus où t'habites, en fait. Et le sentiment que j'ai, c'est que tout fait pour nous prendre nos libertés et nous emprisonner un peu plus. On a vécu les confinements, donc même physiquement, on vit ça. Mais même dans la façon de consommer, d'interagir, on est beaucoup par Internet, on sort moins. Il y a une peur de l'autre. En même temps, les métiers ont beaucoup moins de sens. Donc c'est vraiment comme si on était enfermé dans une prison, qu'on doit s'occuper dans la journée parce qu'il faut bien faire quelque chose. Mais ça a plus vraiment de sens, en fait. Donc et en fait, ce qui est magique, je me suis longtemps opposé à ça, où j'ai essayé, mais comment je peux en sortir, comment je peux sortir de là? Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que ça met une telle pression sur qui on croit être, qu'on devient un peu désespéré. Et quand on est désespéré, on va s'inscrire à un stage complètement perché, complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on trouve plus de réponses dans ce qu'on croyait être vrai. Et ça me donne énormément d'espoir. Ça veut pas dire que ça va être simple, ça va être même carrément difficile, parce que ça va secouer. Ouais, je pense aussi. Mais c'est en gros, c'est de se dire, quand t'es malade, et je pense qu'on est dans une société qui est profondément malade, notamment au niveau émotionnel, notamment spirituel, comment on se comporte les uns avec les autres, comment on se comporte avec la terre. Bref, c'est vraiment une société qui est pas très saine. Mais pour nous, la maladie est devenue la norme. Donc, limite être sain, c'est anormal. Donc, être en bonne santé c'est anormal, parce que normalement, c'est normal d'aller mal. Bon, bref, voilà, t'as compris. J'ai compris. Je pense que les auditeurs ont compris. Les auditeurs ont compris aussi, j'espère. Bref, ce qui est chouette là-dedans, c'est que si t'es malade et que la seule option qu'on te propose, c'est de prendre une pilule qui va faire oublier ta maladie, mais qui va pas régler la maladie. Le symptôme. À un moment donné, ça marche plus, ça. C'est-à-dire, même tu peux prendre pendant 5, 10 ans, tu prends le truc, mais si à un moment donné, ça revient, tu te dis, merde alors, c'est pas possible, je vais pas vivre comme ça encore 30 ans. Donc, je vais chercher d'autres options. Et la magie d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, les options, on en a plein la figure. C'est juste à réussir à choisir les bonnes. Voilà. Et quand on sait plus trop écouter, apprendre à écouter justement ses tripes et pas juste sa tête. Moi, j'ai démarré comme ça. Moi, j'avais vraiment des
des périodes émotionnelles difficiles. Donc j'ai cherché, j'ai regardé, et je suis tombé sur un stage de respiration holotropique. Je me suis inscrit, j'y suis allé, et puis voilà quoi. Voilà. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec les stages pour hommes, mais il y a plein de pratiques, que ce soit j'en parle beaucoup de ces pratiques dans le livre, hein, mais que ce soit des stages de jeûne, tous ces stages alternatifs qui finalement te montrent que tu as beaucoup de solutions en toi. Les huttes de sudation qui te ramènent à une connexion à la terre. Bref, tout ça, je pense que ça va émerger de ouf. La petite, on va dire, la vigilance pour moi dans tout ça, c'est que on est comme des éponges complètement asséchées, qui sont en manque total, et que du coup, quand quelqu'un te propose de l'eau, même si c'est du coca, faut faire gaffe de qu'est-ce que tu mets sur ton éponge pour pas retomber dans un autre problème, tu vois. Et que je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se présente comme de l'eau de source n'est pas de l'eau de source. Parce qu'il y a d'autres intentions, d'autres intérêts. Donc d'être un petit peu vigilant avec qui tu travailles, tout simplement parce que dès qu'il y a une opportunité, parce qu'il y a un besoin et une souffrance derrière, il y a plein de choses qui vont émerger, et pas toutes ces choses sont forcément bonnes. Donc j'invite vraiment, toi tu le sais certainement, mais nos auditeurs aussi, à se faire confiance, à demander aussi, à demander des explications très terre à terre, et de vraiment vous faire confiance, que si vous vous sentez en confiance, c'est un bon signe. Voilà. Et si vous avez un doute, demandez à quelqu'un autour de vous, ou demandez à vos copines qui souvent ont déjà expérimenté plus de choses que vous et qui savent dire ouais, vas-y, c'est une bonne idée, ou non, arrête, pas du tout. C'est un peu ma question de ces derniers mois, en fait, finalement, comment on amène les autres hommes vers alors, et je crois que tu t'aimes pas non plus développement personnel, meilleure version de soi, c'est des choses que je suis pas très fan, je C'est crois vrai que que je toi non parle plus. plus Ouais. je parle plus exploration personnelle. Ouais. Tout à fait, ouais. Aller à la connaissance de soi. Comment finalement on peut amener les hommes ou un homme qui serait déjà peut-être avoir déjà cette première étincelle de dire il y a quelque chose qui va pas en moi, j'ai envie de faire une démarche. Comment on pourrait le conseiller finalement de. Ça dépend en fait. C'est difficile à répondre parce que je pense que ça dépend vraiment de la personne que tu as en face. Il y a plein de pistes, plein de chemins. Ça peut démarrer avec un bouquin, ça peut démarrer avec une vidéo que tu vois en ligne, avec des super reportages sur Netflix. Il y a des stages, il y a des thérapeutes, il y a plein de portes que tu peux prendre pour explorer un petit peu tout ça. Au fond, c'est d'abord un choix personnel d'arrêter de nier ce qui se passe pour toi. Ça veut dire que si t'es pas bien, si t'es pas épanoui dans ta vie, déjà de l'accueillir, c'est déjà un sacré pas. Et ça, c'est obligatoire. Tant que tu accueilles pas ça, tant que t'es dans le déni, ça marche pas. Et ça peut être des proches qui te essayent de te dire des choses, ou la vie. Mais ça, c'est difficile à prédire qu'est-ce qui va faire un déclic. Voilà. Moi je le vois avec ma compagne, c'est souvent, ça fait 10 semaines que je lui dis un truc, et après elle revient d'un stage ou d'une thérapie, elle me dit, j'ai pris conscience d'un truc de ouf. Et je dis, ça fait 10 semaines que je te le dis. Voilà, moi je suis pas son thérapeute, donc de moi, elle peut pas et elle veut pas l'entendre. C'est comme ça, voilà. Après, peut-être une petite anecdote qui moi m'a vraiment surpris ces derniers temps, c'est avec mon père. Donc souvent les hommes, on a ce questionnement ou cette relation avec le père qui a quand même fondé beaucoup de qui on est, et qui a pas toujours été facile, avec des générations d'après-guerre qui ont beaucoup fermé les émotions. Ouais, des pères absents. Des pères absents, voilà, et qui travaillaient beaucoup, et c'était la norme en fait.
Mais j'ai beaucoup été dans ce questionnement de comment changer ça, comment avoir une autre relation, comment je vois que mon père a pas des habitudes très saines, et en même temps, à chaque fois que j'allais chez mes parents et que j'essayais de moi manger, de dire non, je mange pas de viande là, alors que c'est un repas que charcuterie, ou bien on en a déjà mangé à midi, donc ce soir je veux bien une soupe, ou bien c'était toujours difficile, c'était toujours en conflit avec leur façon de vivre. Donc oui, ça marche, mais c'était toujours oui dans l'opposition, dans quelque chose qui est pas simple, et que finalement de le tenir, je sentais que eux ils voulaient pas forcément, et moi aussi manger une soupe alors qu'il y a un super repas à table, c'est pas facile non plus. Donc ça réveille mes envies aussi de dire bon tant pis, alors que le lendemain je vais pas me sentir bien. Bon, bref, c'est vraiment des trucs comme ça. Et du coup, c'est très récemment que ça s'est passé, c'est que j'ai organisé une fête d'anniversaire pour ma fille, donc c'est 2 ans. Et je me suis dit, je vais l'organiser quelque part qui me ressemble, et vraiment dans l'énergie qui, moi, me met en joie aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai invité donc la famille, et alors il n'y a pas tout le monde qui pouvait être là, mais mon père était là. Et c'est incroyable à quel point dans ces 2 jours, donc c'était un week-end, il a changé et eu des comportements que j'ai jamais vus de lui, mais jamais, ou très rarement. Et là, je me suis dit, waouh, ok, en fait, le vrai changement, il est là. Et je pense que l'idée des cercles d'hommes, l'idée des stages, tout ça, c'est exactement ça qui se passe. C'est que la meilleure façon, je pense, pour accompagner toute cette émergence, c'est de créer des espaces où l'autre ne se sent pas différent quand il est lui-même. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parfois pas si facile que ça à faire, Oui. mais extrêmement puissant. C'est-à-dire que tu l'autorises à être quelque chose que peut-être qu'il a envie d'être, mais que dans le cadre de référence dans lequel il a grandi, il peut pas. C'est pas possible. Voilà, tout lui renvoie trop cette ancienne image. Par contre, quand tu crées un espace où t'as 3 mecs qui font la vaisselle, alors que les nanas restent à table pour manger, je prends un truc, c'est très cliché, mais Ouais, au moins comme ça, on va comprendre, voilà. Des fois, il faut exagérer. Peut-être que celui qui a pas l'habitude de faire la vaisselle à la maison, il va se lever et faire la vaisselle avec les gars. Tu vois? Il va se dire en fait non seulement j'aide, je soulage ma femme, mais en plus je passe un bon moment. Tu vois, c'est des petits trucs, mais c'est ces petits trucs là qui vont, les gouttes d'eau dont on parlait au départ, qui peuvent faire la différence dans l'autre sens. Ça veut dire pas dans goutte d'eau, il faut que j'arrête tout, mais goutte d'eau dans en fait je peux changer, je peux faire des trucs et c'est sympa. Tu vois. Donc voilà, c'est pour résumer, c'est ça, je pense. C'est comme ce que tu fais là, avec le podcast, comme ce que on essaie de créer avec des fermes en permaculture, comme c'est vraiment, créons des espaces, pour l'instant, d'exploration, parce que je pense que c'est très récent et très nouveau, mais où on peut explorer autre chose que ce qu'on a l'habitude d'être, et d'avoir des espaces assez bienveillants et assez sereins, pour que s'il y a des trucs qui remontent, qui sont pas que joyeux, mais aussi dégueulasses et difficiles, qu'on puisse les accueillir, tu vois, et pas dire t'es en colère, va dans ta chambre. C'est ce qu'on a fait longtemps avec des gamins. Ouais. Tu piques une crise à table, il y a une émotion qui ressort, allez, on arrête le manger, tu vas à table. Donc quel est le message qu'on fait qu'on donne aux gamins? C'est que la colère est interdite. Si tu es en colère, tu es exclu de la société. Et je pense que si on arrêtait d'avoir ce genre de comportement, mais de dire, ok, là on est à table, donc la colère c'est pas forcément l'émotion qu'on a envie de partager ici, mais si t'es en colère, viens, on prend un moment et on va essayer d'exprimer cette colère d'une autre façon. Et ça, ces espaces-là te permettent à être toi-même, et moins on va brider et enfermer des parts de nous qui ont envie de s'exprimer, moins ça va exploser à un moment donné, et malheureusement chez les hommes ça explose souvent avec de la violence contre soi-même, déjà,
parce que on oublie que avant de passer à l'acte physiquement sur quelqu'un d'autre, ça fait des mois et des années qu'on se tape sur soi-même à l'intérieur, mais on le dit pas. Et malheureusement, après, quand on sait plus, on tape sur le chien, sur les enfants, ou sur les femmes, ou sur je sais pas quoi. Voilà, quelque chose que finalement j'ai réussi à gérer assez tôt parce que le rugby m'a aidé de taper sur les autres de façon légale. Merci pour ces mots. Tu parlais tout à l'heure finalement d'accepter, de reconnaître par exemple qu'on va pas bien. Pour un homme, pour moi, c'est de la vulnérabilité en fait. Et il y a la vision, on va dire, sur la vulnérabilité en train de changer. Comment toi tu rentres quel est ton rapport avec ta vulnérabilité? En fait, accepter sa vulnérabilité, je pense que c'est quelque chose que j'ai connu assez tôt. Et étonnamment, c'est le rugby aussi qui m'a appris ça. Parce que si dans le rugby, tu acceptes pas ta vulnérabilité, juste t'en prends plein la figure. C'est-à-dire, si tu fais genre, je suis plus costaud que le gars en face alors que tu l'es pas, si tu adaptes pas ta façon de le faire tomber au sol, de le plaquer, parce que tu sais qu'il est plus costaud que toi, tu survis pas en fait. Voilà. Donc, on n'en parle pas, mais c'est omniprésent. Voilà. Avec les émotions, c'est un peu différent. Là, je te parle de vulnérabilité physique. Tu vois. Mais les émotions, pour moi, c'était plus que au-delà de pas avoir le droit, parce que j'ai jamais eu d'interdiction de montrer mes émotions plus jeune. C'est juste que comme on les montrait pas, je sais même pas qu'est-ce que c'est d'être vulnérable. C'est-à-dire, je pense que la première étape, c'est peut-être ça. Tu vois, je l'ai jamais formulé comme ça, mais c'est peut-être ça. C'est que je pense que beaucoup d'hommes, quand tu leur dis sois vulnérable, ils savent même pas de quoi tu parles. C'est-à-dire, c'est comme dire, montre-moi qui t'es vraiment. J'en sais rien. Ça veut dire quoi, tu vois. Et surtout qu'il y a de tels blocages que même si on te donne l'autorisation d'être vulnérable, il y a rien qui vient en fait. Tu vois, moi pourquoi la respiration autopropique qui clairement et grâce à la respiration et la musique te met dans un état, on va dire, élargi de conscience. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça coupe le mental. Quand j'ai coupé le mental, j'ai découvert qu'est-ce qui se passait si j'étais vulnérable. Ça veut dire j'ai chialé pendant 4 heures. Mais ça, si tu me dis, même en thérapie, mais tu peux pleurer, y a aucun souci, mais moi je pleure pas. Ça vient pas. J'ai trop l'habitude de pas pleurer en fait. Donc je pense qu'il y a un vrai travail autour de ça. C'est déjà grâce à des techniques, c'est pour ça qu'il y a plein de techniques actuellement qui sont en train de germer aussi, qui aident en fait à déconstruire de façon un peu plus poussée. C'est-à-dire que ce soit la respiration, la danse, des pratiques chamaniques, que ce soit du combat ritualisé, bref, des choses qui permettent en fait de dépasser un petit peu notre tête, notre mental qui nous empêche. Voilà. Et j'ai l'impression que après, une fois qu'on a déconstruit ça, en tout cas comme moi je l'ai vécu et comme je l'ai observé, il y a beaucoup d'hommes qui kiffent ça en fait. qui se sentent soulagés de ouf. Ouais, complètement. Tu vois. Donc on dit souvent les hommes ils veulent pas être vulnérables. Je dirais plus les hommes on sait pas être vulnérables, mais que si on redécouvre comment, je pense qu'on kifferait pas mal. Voilà. Après la question c'est aussi est-ce que en face, est-ce que nos compagnons, nos compagnes, les entreprises acceptent ça? Est-ce que c'est ok de me mettre à pleurer dans une réunion avec ma hiérarchie parce que la thématique qui est touchée me touche tellement profondément? Et est-ce qu'au lieu de dire les émotions n'ont rien à faire dans cette réunion parce que c'est pro, est-ce qu'on pourrait dire un jour énorme, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça réveille? Parce que si on met des mots sur ce qui se passe pour toi, il y a des chances que ça fasse avancer tout le monde sur la thématique qu'on est en train de traiter. Et de voir les émotions comme une vraie force de progression collective, si on arrive à faire ça, franchement, là, ce serait ouf, voilà. Carrément. Ouais, ça vibre.
Et, euh, et justement, en parlant de vulnérabilité, tu l'as évoqué depuis le début de l'interview, c'est le fait d'être devenu papa. Mhm. Comment tu l'as vécu tant qu'homme? Parce que Ouais. il y a quand même aujourd'hui aussi, je trouve, trouver sa place en tant que père, en fait. Mm, mm, mm. Ouais, c'est encore assez récent, donc je suis encore en plein dedans et je vais jamais en ressortir, d'ailleurs. Voilà, c'est un des premiers points qui m'a fait flipper de ouf. C'est que la Ouais. première fois dans ma vie, j'étais confronté à un choix qui était irréversible. Mm. Et je pense que la terreur que j'ai vécue dans un premier temps quand j'ai aperçu ça, c'est ce qu'on va vivre collectivement avec le réchauffement climatique. Le jour où collectivement on va tous prendre conscience que c'est irréversible, Mm. mais pas en mode ouais génial j'ai un petit gamin là qui me sourit tous les jours, mais en mode l'autre côté, on va prendre une sacrée claque. Parce que ce côté irréversible est d'une violence, je trouve. Même si c'est quelque chose de beau, c'est juste le deuil à faire sur ce que t'as été avant. Pour moi, a été immense. C'est-à-dire, j'ai eu une vie avec beaucoup de liberté avant. Aussi parce que, alors c'est très lié à qui je suis. Je suis ce qu'on appelle les hauts potentiels intellectuels Oui. ou zèbres ou voilà, tu HPI, l'appelles ouais, comme ouais. tu veux, HPI. Mm. Donc, pour faire simple, pour ceux qui savent pas, c'est des personnes qui ont un quotient intellectuel assez élevé, mais aussi une forte sensibilité, et c'est pas forcément juste un don au départ, hein, Non. parce que ça part dans tous les sens. On a beaucoup de questions dans la tête, on sait pas qui on est parce qu'on s'intéresse à plein de choses. Et bref, c'est des personnes qui ont besoin on va dire, de rituels et d'un cadre très strict pour être bien. C'est-à-dire, c'est pour ça que le sport de haut niveau était facile pour moi. Parce que pour moi, tenir une routine d'entraînement, c'est easy. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour être bien. De me lever à 8 heures, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Moi, je pourrais manger tous les jours la même chose parce que je pourrais mettre le même pull tous les jours. En fait, ça me structure dans ma tête. Voilà. Donc, quand t'as un enfant qui arrive, que tu sais plus à quelle heure tu te lèves, tu sais plus à quelle heure tu te couches, tu as plus ton sommeil. Dès que tu planifies quelque chose, c'est mis en vrac parce que le bébé a besoin d'autre chose. Moi, c'est l'enfer en fait. C'est vraiment tout ce que j'ai pas besoin pour que mentalement je sois en forme. Voilà. Mm. Donc c'était un vrai challenge. Et ça m'a vraiment mené à mes limites de qu'est-ce qui était supportable. Mais d'une certaine façon, ça m'a vraiment obligé à faire le tri entre qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui l'est pas, comment je verbalise, notamment aussi avec ma compagne, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, comment j'arrête de me mettre au second plan, mais que je dise là, j'ai vraiment besoin de ça, c'est pas négociable parce que sinon je suis en train de péter un câble. Ça m'a montré toute la violence que j'avais en moi quand j'écoutais pas mes besoins. Ça m'a montré aussi comment gérer cette violence, c'est-à-dire comment sentir que j'ai envie et je sais qu'on en parle peu, mais secouer mon gamin ou le jeter contre la fenêtre, comment je fais pour pas passer à l'acte? C'est-à-dire comment je m'autorise à vivre cette émotion-là sans passer à l'acte. Et je pense que le plus grand travail qu'on a pour vraiment être homme, c'est de pas enfouir sa violence, sa rage, mais c'est d'être un homme qui potentiellement est un homme dangereux parce qu'il a une force physique, il a une présence, mais d'être un homme qui fait le choix de pas passer à l'acte. Et je pense que c'est ça, être plein, être vraiment retrouver son whole, comme on dit, ça passe par ça. C'est-à-dire avoir la force physique, oui, de blesser quelqu'un, mais de pas passer à l'acte et de pas pour autant nier cette part de soi. C'est aussi, par exemple, ne pas nier ses émotions autres, hein.
sans directement, encore une fois, passer à l'acte. Il y a un autre exemple qui que j'ai beaucoup de mal. C'est par exemple, j'ai une facilité à me connecter aussi à l'amour, à voir la beauté chez l'autre. La difficulté que j'ai, c'est que dès que je vois ça chez l'autre, je tombe amoureux. Mais je tombe amoureux d'un lieu, d'un projet, d'une personne, au point de dire, voilà, ça m'arrive, le lendemain, je dis, allez, on déménage, parce que j'ai trouvé la maison de mes rêves. Sauf que une fois que j'y suis, que ce côté retombe, je me dis, ah mais en fait non, c'est pas du tout ça, je me suis emballé. Voilà. Donc ça aussi, c'est un vrai apprentissage pour moi, c'est-à-dire de m'autoriser, de voir la beauté dans tout le monde, dans tous les hommes, dans toutes les femmes, sans avoir ce côté, ok, maintenant il faut que tu couches avec elle ou avec lui. Et c'est dans ma tête, dans ce que j'ai vu, c'est que dans ce qu'on apprend, c'est que tu trouves belle quelque chose ou beau quelque chose, tu te l'appropries, tu l'achètes, tu le consommes. Mais comment est-ce qu'on peut voir la beauté d'une fleur sans avoir besoin de la tuer, la posséder et la mettre dans un vase à la maison? C'est tout ce qu'on est en train de réapprendre dans notre culture. Bref, je m'emballe un peu là, je pars un peu dans d'autres sujets, mais mais tu vois, c'est tout ce travail dans lequel moi je suis encore en plein dedans, mais qui est à la fois personnel et à la fois lié à la culture dans laquelle on est. Comment on peut sortir de l'idée de on trouve belle une femme, il faut qu'on la possède et il faut qu'on voir la domine, voir l'utiliser, bref, tu vois. Juste, est-ce que l'homme peut retrouver cette capacité à admirer vraiment la sensualité, j'irai plus loin que la beauté, mais la sensualité d'une femme, sans être dans ok, maintenant je pars en mode séduction parce qu'il faut que, voilà. Et ça, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est un défi, ouais. Ouais, de revenir peut-être dans les ressentis, dans l'instant présent. Ouais, et tu vois, et je dirais même, il y a un truc physiologique, récemment, je m'intéresse beaucoup à ça. On fonctionne beaucoup avec notre cerveau reptilien. Ouais. Tu vois, pour nos écouteurs qui savent pas, mais notre cerveau un peu animal, qui est de, ok, faim, manger. Voilà, qui est il faut se reproduire en tant qu'espèce. Bref, tout le cerveau archaïque qu'on a encore, et que la société encourage, c'est notamment là qu'il y a beaucoup de peur. Toutes nos peurs sont liées à ça, peur existentielle, peur et que le cerveau a évolué, mais finalement le reste du cerveau on l'utilise peu ou depuis pas si longtemps que ça, et qu'il y a un vrai apprentissage de se dire j'utilise le reste du cerveau qui est pas cette réaction archaïque, mais qui est plus qui va connecter d'autres sphères qui sont liées à d'autres valeurs qu'on peut porter tout simplement. J'avais envie de continuer un peu entre guillemets, sur l'intime, en tout cas, toi, dans ta vie. C'est un post que tu as mis sur Insta l'autre jour qui m'a fait marrer, sur où tu as proposé à un de tes amis une soirée de danse libre et cérémonie du cacao. Justement, j'avais envie de savoir, en fait, comment toi tu le vis finalement d'être sur ce chemin de toi, et comment réagit ton entourage, parce que en tout cas moi parfois je sens ça d'avancer beaucoup sur moi, en fait, sur me rapprocher toujours au plus près de ce que je suis, et il y a un décalage par rapport à peut-être d'autres personnes dans mon entourage qui restent dans cette roue de hamster, j'aurais envie de dire. Comment toi tu le vis, comment t'es accueilli dans cette... Il y a deux aspects à ça, je pense, qui sont omniprésents. C'est une fois on va dire, la contradiction entre entretenir les amitiés que j'ai depuis 15 ans avec des personnes que j'apprécie beaucoup. Tu vois, même la personne qui a répondu sur ce message, c'est quelqu'un, voilà, qui fait partie du cercle d'amis. Et qu'il y a des moments beaucoup moins, mais il y a encore des moments où ça me fait plaisir d'aller voir un match de rugby avec les potes avec lesquels j'ai joué au rugby. Parce que, voilà. Et
Et c'est difficile en fait quand tu changes de faire le deuil aussi de certaines relations, d'accepter que ok là c'est ok que la relation ne fasse plus sens pour toi en tout cas. Et c'est pas toujours facile de savoir entre est-ce que je lâchais vraiment ou est-ce que c'est un manque d'entretien, tu vois, parce que c'est une relation amicale aussi, ça s'entretient, c'est Bien pas sûr. notamment dans nos mondes où on vit plus tous l'un à côté de l'autre mais qu'on est à distance. Donc il y a vraiment ce questionnement là de se dire comment je retrouve le lien, mais toi par exemple mon meilleur ami à la fac, il est devenu papa et depuis qu'il était devenu papa, on a perdu contact. Et c'était très triste pour moi parce que c'est vraiment j'ai passé toutes mes années universitaires avec lui. Et finalement, c'est très récemment qu'on s'est retrouvés. Et c'est étonnant sur des sujets où les deux on se rejoint. C'est-à-dire moi avec mes questionnements spirituels, lui il travaille dans le domaine, mais dans le milieu universitaire. Et finalement, les deux milieux se rejoignent. Moi avec l'expérience, lui avec le réseau et la connaissance théorique. Et c'est très beau, tu vois. Donc comme quoi, des relations qui se terminent sont jamais vraiment terminées tant que physiquement la personne est en vie. Ça peut toujours reprendre vie, quoi. Tu vois. Et après, il y a le deuxième aspect qui est pas facile aussi, je pense, mais ça c'est plus lié pour moi à l'âge. C'est de créer de nouvelles amitiés. Et notamment dans des cercles où c'est nouveau, c'est-à-dire dans tous ces cercles masculins, de créer des nouvelles amitiés avec des personnes qui sont peut-être plus sensibles à toutes ces thématiques, qui sont prêtes à aller avec moi à une danse extatique et faire une cérémonie de cacao. Et voilà, j'en ai un là avec qui j'étais à la fac, il est venu quoi. Donc juste par curiosité en fait. Et ça c'est chouette aussi et c'est pas si facile pour les hommes je pense parce que dans beaucoup de stages que j'ai fait c'est quand même majoritairement des femmes. Où il y a des personnes qui sont soit tellement en souffrance ou tellement déjà loin sur un chemin que pour l'instant j'ai pas trouvé beaucoup de connexion. Et je pense que c'est aussi il y a une pudeur peut-être chez les hommes plus que chez les femmes, j'ai l'impression, de créer de nouvelles amitiés, de pas juste rester dans son cercle avec ses 4-5 potes, mais de dire là, on s'ouvre, on va à un stage, on va en rencontre et comme tu dis, c'est lié à la vulnérabilité, mais se dire ok, c'est comme la première rencontre, tu vois. Salut, bonjour, t'es qui toi? Oui, moi je fais ça, toi tu fais ça. Ouais. Et ouais, c'est jamais facile. On a l'impression d'être un petit peu au collège à nouveau. En tout cas pour moi, pour quelqu'un qui est plus introverti et qui est sensible, qui est pas celui qui va facilement s'ouvrir et courir partout et voilà, c'est un petit peu un défi, mais je suis en train de le relever et je suis en train de dépasser aussi ce côté. Fais gaffe, c'est un prédateur en face de toi, donc fais genre que tu as voilà les épaules assez larges pour rentrer en contact avec lui. Et peut-être un dernier point qui est intéressant, c'est que beaucoup de rencontres d'hommes se font autour de projets. J'ai remarqué ça aussi, j'ai des amis qui ont tous des projets de permaculture par exemple, et que c'est très très rare qu'on s'invite juste pour passer un bon moment ensemble. C'est souvent j'ai besoin de planter 150 arbres, est-ce que tu veux pas venir pour m'aider ? Et on va passer un super moment ensemble, mais c'est lié autour de ça. Et ce qui me manque un petit peu, et j'espère que ça viendra, c'est qu'on s'autorise aussi à juste passer des bons moments sans qu'on ait besoin de réaliser un projet ou quelque chose. Parce que on a quand même, nos vies sont tellement remplies avec des projets, avec des choses à faire, que c'est dommage qu'on mette ça en avant et qu'on minimise un petit peu les espaces où on passe un bon moment ensemble et by the way on peut planter les arbres, mais l'idée ce serait cool que tu viennes juste parce que j'ai envie de te voir, tu vois, et d'autoriser à se dire ça entre hommes, de dire écoute, je t'aime bien, franchement ça me nourrit quand je suis avec toi,
je passe un bon moment, ça me touche ce que tu es en train de vivre, et je vais juste essayer de trouver une excuse pour qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà, ça, ça serait chouette, tu vois, qu'on s'autorise à le dire un peu plus. Carrément. Ça passe par ça. Et comment tu le vois, l'homme de demain, j'aurais envie de dire. On verra, j'en sais rien. Ouais, ok. Tu sais, je pense vraiment que ça... En fait, j'ai vraiment envie de me laisser surprendre pour le coup. Tu vois. Parce que tout ce que je vais te dire là, je pense, est encore beaucoup trop empreint de ce que je crois savoir. De ce que tu vis actuellement. Ouais. De ce que je vis actuellement. Et que toute la magie serait de s'autoriser à pas savoir qui on va être, mais de se dire, mec, tu sais quoi, on va se lever demain et on va essayer de découvrir qu'on est aujourd'hui et pas qui on a été hier. Et en quoi ça t'a transformé et qu'est-ce que t'as envie d'explorer aujourd'hui que t'as pas encore exploré hier. Et tous les jours de redécouvrir qui on est. Là, la vie devient intéressante, tu vois. C'est vraiment... Carrément. Et peut-être la seule chose que j'espère, c'est que, ça c'est mon rêve un petit peu, c'est qu'on n'ait plus besoin de stage pour vivre ça, mais que ce soit le quotidien, tu vois. Oui, tout à fait, que les cercles rentrent. Que ce soit pas en mode, bon, il faut qu'on aille quelque part pour s'autoriser ça, mais qu'on arrive à créer des espaces où ça devient beaucoup plus naturel, parce que du coup aussi, les stages deviendront beaucoup plus intéressants parce qu'on poussera un peu plus loin, on sera vraiment dans, yes, ok, les bases on les a, maintenant, go, voyons voir ce qui est possible, ouais. tu vois. Tu vois. Et ça c'est génial, quoi, je pense. Oui, et autant des cercles d'hommes que des cercles de femmes et des cercles mixtes de se retrouver. Des cercles mixtes et des cercles avec ni l'un ni l'autre, avec toutes les personnes qui s'identifient à je sais pas quoi. C'est hyper chouette et hyper important, tu vois, parce que quand tu creuses, dans le bouquin aussi j'en parle un petit peu, c'est que oui, aujourd'hui moi je suis dans un corps d'homme, clairement, mais en fonction des énergies, j'ai clairement plus d'attirance pour les femmes actuellement, mais dès que je me connecte à des énergies qui sont liées à d'autres vies, alors sans vouloir faire peur à nos auditeurs, mais si on y croit à des vies antérieures, je peux être amoureux d'un homme et je peux me reconnecter à ça, à cette mémoire. Donc c'est pas si blanc ou noir tout le temps que ce qu'on croit. et que ça peut mettre le doute sur l'identité, sur le genre, sur tout ça. Et génial, voilà, c'est super difficile parce que je pense que dès qu'on sort des certitudes et qu'on est face à ce doute, pour notre mental et notre ego, c'est difficile. Mais si on l'accompagne, on va créer un paysage d'une diversité, d'une beauté incroyable. Tu vois, parce que c'est ce que tu vois tu vas dans un jardin botanique, c'est ça qu'on va créer. C'est-à-dire avec des fleurs d'une beauté qu'on n'a jamais vue auparavant, que tu aurais même pas pu décrire avant. Mais au moment où tu les vois, tu vas juste dire waouh, qu'est-ce que c'est beau. Tu vois. Et je pense que l'être humain, en général, a la capacité de vibrer ça et d'être ça. Et si je dois rêver d'un monde de demain, c'est celui-là. Moi, je parle toujours de joyeux bordel, mais c'est vraiment ça. C'est que tu ailles quelque part et qu'on n'est pas juste en costard cravate, mais que tu as une explosion de diversité et qui est pas dans un besoin de je suis plus beau que toi, mais juste waouh, chacun est tellement différent que c'est incomparable. Et en même temps, on est tous pareils, ça veut dire que on n'a pas besoin d'être différents. Tu vois, c'est cette dualité qui devient un, qui, j'espère, la vivre un petit peu plus dans le futur proche. Super, merci. Est-ce que tu as envie d'ajouter un mot? On va terminer cet échange. Merci. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler, de créer cet espace. Voilà, c'est super. Et ouais, et j'ai hâte de voir vers où nous mène ce chemin. Donc, merci. Super.
Merci Ferdinand. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.